Bienvenue chez BR Performance. Aujourd'hui, je suis avec Colin. Salut Yorick. Qu'est-ce que tu fais toi chez BR Performance? Moi, je suis ingénieur calibration moteur et je m'occupe du développement sur toutes les nouvelles plateformes. D'accord. Donc aujourd'hui, on est là pour les différences entre la Golf 7R et la Golf 8R. Et toi, donc, tu as participé en fait à tout ce qui est développement des nouveaux programmes pour cette Golf 8R. De la Golf 8R avec équipé donc du bloc EA 888.4, génération 4. Ça, c'était un génération 3. Calculateur CMOS 18, calculateur CMOS 19, donc qui sont reprogrammables depuis peu. C'est les fameux CMOS 19.6 que ça. tout le monde dit on sait faire, etc. C'est ceux-là. Ceux-là, on sait les faire. D'accord, ok, très bien. Donc on va voir un petit peu les différences d'un point de vue externe du véhicule, puis après on va aller plus en profondeur si tu le veux bien, sur tout ce qui est particularité des blocs et les différences. Sans problème. Donc, on va vous présenter les spécificités de chaque véhicule. On va passer l'aspect extérieur et esthétique, puisque c'est une voiture, comme vous le savez, qui est sortie depuis déjà au moins 2 ans. Donc, tout le monde a pu déjà un peu remarquer les différences externes. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous parler vraiment de l'inside, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les performances et les caractéristiques techniques. Mais peut-être, toi qui as eu les deux, Colin, tu peux peut-être nous dire déjà, au niveau feeling, le comportement sur route des deux. Qu'est-ce que tu en penses? Clairement, on sent l'évolution quand on monte dans une 8R, on sent tout de suite la progression en termes de dynamique, en termes de châssis. Une 7R, c'est un très bon véhicule en soi, mais on a un petit côté paresseux, un petit côté très Volkswagen. Là, on a vraiment amélioré le comportement dynamique. Ils ont fait beaucoup de progrès au niveau châssis. D'accord. D'ailleurs, il y a une spécificité qui est sur la 8R, qui n'est pas des moindres, c'est le double Haldex. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ça justement? Alors, le double Haldex, c'est la dernière génération d'Haldex. Donc en fait, c'est un système qui dissocie les deux roues, gauche et droite. Et la gestion électronique va permettre de transmettre plus ou moins à droite ou à gauche la répartition du couple pour rendre le comportement du véhicule beaucoup plus dynamique dans certains modes. On va même pouvoir appeler un mode qu'on appelle le mode drift qui rend l'auto vraiment très joueuse. Alors, on va avoir vraiment un comportement très survireur par rapport à une 7R où on a toujours ce comportement sous-vireur très marqué. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la partie performance, ce pourquoi on est tous là aujourd'hui. Donc là, on a une Golf 7R phase 2 qui développe 310 chevaux pour 400 Newtons de couple. Et ici, on est sur une Golf 8R qui maintenant développe 320 chevaux pour 420 Newtons de couple. Mais bon, ça, c'est des caractéristiques que tout le monde peut trouver sur Google. Aujourd'hui, on est avec le docteur des moteurs, donc il va nous dire en détail ce qui se passe dans ces deux blocs et voir un peu quelles sont les différences. Donc, est-ce que tu peux nous dire, voilà, de prime abord, qu'est-ce qui change réellement sur ces deux blocs? Bon, déjà, ce que tu peux voir, c'est que visuellement, les deux blocs, c'est sensiblement les mêmes. On ne distingue pas trop de différences, donc ils n'ont pas fait de révolution en termes de matériel. Il y a quand même quelque chose qui est à noter, c'est que cette génération de moteurs, donc référence CJX, elle était équipée à l'époque d'une rampe de bi-injection, c'est-à-dire qu'on avait la capacité d'injecter du carburant directement dans la pipe d'admission, en plus des injecteurs qui sont directement dans la culasse. Donc injection directe et indirecte. MPI, c'est ça? Le MPI, c'est ça. On a une injection directe dans la culasse et une injection indirecte dans le collecteur d'admission. Ça, c'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup, nous, les reprogrammateurs, pour amener un surplus d'essence quand on en avait besoin sur les stages 3, sur l'éthanol aussi. Sur l'éthanol, c'est très efficace. Et là, du coup, sur la Golf 8R, disparition? Et oui, de toute façon, à partir du moment où ils ont introduit les filtres à particules, même sur les 7 qui avaient les filtres à particules, la partie bi-injection elle a disparu. Ils ont conservé uniquement l'injection directe. Et bon, nous, ça nous a un peu embêtés pour notamment les grosses prépas à l'éthanol où on n'avait plus de solution. Donc, Mais par contre, de ce que je sais, ce qui a dû vous faire plaisir, c'est ce qu'on peut voir là en fait. On a une pompe qui a l'air vraiment différente d'un bloc à l'autre. Donc je suppose qu'il y a des caractéristiques aussi qui doivent varier. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. Alors là, on est sur une pompe haute pression. Donc c'est la pompe qui envoie l'essence directement aux injecteurs qui sont dans la culasse, donc en haute pression,
qui refoule à une pression de service de 200 bars. Ici, on est passé sur une pompe Certi qui refoule à une pression de service de 350 bars. Ah oui, quasiment le double. Donc on a quasiment doublé la pression. C'est un plus clairement en termes de débit. À savoir quand même, petit bémol, que les injecteurs GDI sur cette voiture, ils sont plus petits que sur la 7R. D'accord. Donc ça nivelle un petit peu l'augmentation de Mais l'un dans l'autre, je pense quand même le fait qu'on ait une pompe qui soit quand même beaucoup plus grosse et sur laquelle on peut beaucoup plus envoyer, je pense que quand même niveau performance, ça permet quand même de rééquilibrer en sa faveur. Oui, non? tout à fait. On a une capacité de fueling sur cette auto au 98 qui est assez phénoménale. Clairement, on atteint des puissances en stage 2 bien supérieures à la capacité du 7R. Oui, parce que là d'ailleurs, bon, on va y revenir juste après parce que je vois une différence moi qui m'interpelle. On est sur une différence de turbo aussi, non? Par rapport aux deux. Tout à fait. Alors ici, le 7R, c'est moteur CJX avec le fameux IS-38 qui a posé tant de soucis à nombre de préparateurs dans les premières années, en 2013, 2014, 2015. VAG a fait 12 références, 13 références, je ne sais plus exactement. Au début, ça cassait, personne ne comprenait pourquoi. Et bon, ils ont corrigé le tir et aujourd'hui, c'est des turbos qui sont relativement fiables. On est sur un turbo au 98 avec une capacité d'environ 400 chevaux, on va dire, sur un gros stage 2 bien en forme. D'accord. Ici, le turbo, il a fondamentalement changé. On est d'origine déjà sur un turbo qui souffle d'origine plus fort que ce qu'on aurait sur un stage 2 sur cette génération-là. Donc là, d'origine, si je comprends bien, d'origine, sur la 8R, on a déjà une capacité de soufflerie qui est supérieure à ce qu'on va lui demander sur une 7R. En stage 2. Oui. Voilà, exactement. Ouais, donc, exactement. Pour se donner un ordre d'idée, ici, sur un stage 1, on va atteindre des puissances de l'ordre de 390, 400 chevaux. Celle-ci, c'est une voiture client. Elle a sorti 405 chevaux et 530 Nm au bord. Wow. Elle a juste une admission, elle n'a rien du tout en termes de matériel. D'ailleurs, je précise juste, les deux setups sont similaires. Ici, on est sur un stage 1 avec une boîte R600, donc ceux que vous pouvez voir là, parce que ça fait vraiment très origine. Et ici, on est aussi sur un stage 1 avec une boîte R600. Tout à fait. Racing Line, ils ont repris exactement le même principe, le même design. Techniquement, je crois même qu'elles sont toutes les deux interchangeables. Il y a quelques différences mineures en termes de matériel, mais oui, là, on est vraiment sur un turbocompresseur qui est d'une autre génération. Ils ont vraiment tout changé. Il faut savoir qu'ici, on est sur une turbine côté échappement qui est plus petite que celui-là, mais un compresseur qui est beaucoup plus gros. Donc le compresseur va nous permettre de monter plus haut en pression, de tenir des niveaux de suralimentation qui sont beaucoup plus élevés. A contrario, le côté petite turbine va permettre d'avoir un spool beaucoup plus efficace. Donc on va avoir un temps de réponse en termes de régime qui est plus court. Donc pour une plus grosse capacité de charge, on va avoir grosso modo le même niveau de spool que sur un 7R. Donc en fait, à 2500 RPM, on est quasiment déjà en couple maxi. D'accord, donc deux précisions. Les RPM, bien sûr, c'est les tours minutes. Hein. Ça, pas mal d'entre vous l'auront compris. Après, pour expliquer en gros, c'est que, si je ne me trompe pas, hein, mais c'est qu'avec celui-ci, on a une réponse turbo qui est plus rapide. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le turbo est gros, plus le matériel a du mal à se mettre en mouvement. En fait. Il a besoin de plus de Voilà, volume. il a une inertie mécanique qui est plus importante. Donc plus on va mettre des gros turbos, et plus il va avoir besoin d'énergie pour se mettre en mouvement. Donc souvent, sur les gros stage 3, on a des autos qui chargent à partir de 4500 tours minute, si tu veux. Et là, par contre, ça arrive très sur tôt. un véhicule d'origine, c'est pas possible. Le client, il peut pas attendre 4500 tours minute avant que la puissance elle arrive. Donc en fait, il déploie beaucoup d'efforts pour trouver des turbos qui permettent d'avoir à la fois beaucoup de volume, beaucoup de capacité de pression, tout en gardant un temps de réponse qui est très très court. D'accord. En plus, une différence qui est notable aussi, parce que ça, vous ne pouvez pas le voir visuellement, mais sur ces générations-là, on était sur une génération qui n'avait pas de FAP, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et sur celle-ci, par contre, on a cette contrainte FAP. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, le FAP, c'est le filtre à particules, pour que vous compreniez, c'est ce qui vient à la sortie du turbo. Donc c'est l'échappement qui vient se greffer à la sortie du turbo, dans laquelle il y a une espèce de gamelle avec un nid d'abeille qui va permettre de filtrer en fait les gaz d'échappement. C'est pour les normes anti-pollution, hein, c'est ça. Hein. Mais ça, niveau performance pour les préparateurs, c'est un tue performance tout simplement, parce que ça nous empêche d'expulser l'air qu'on aimerait expulser. c'est un bouchon, hein, ni plus ni moins.
D'accord. Donc après, voilà, tu parles des filtres à particules, c'est quelque chose qui a été très décrié sur cette auto, c'est le côté bruit. C'est-à-dire qu'en fait, le côté sportif de l'auto au niveau acoustique, C'est aseptisé, quoi. c'est aseptisé parce qu'en fait, ils ont mis une option à Krapovic sur ce modèle, l'échappement est magnifique, mais du fait de la présence du filtre à particules, on se retrouve quand même avec un son qui est totalement étouffé. Alors, petite anecdote sur ce véhicule, ils ont quand même développé un pop and bang qui est relativement réussi. Le pop and bang, pour que vous sachiez, c'est les pétarades que vous avez à l'échappement, ce qui est très demandé par les personnes qui reprennent les véhicules. Souvent nous demandent est-ce que je peux mettre un pop and bang sur mon véhicule? Nous, en tant que préparateur, bien souvent, on le déconseillait tant qu'on n'avait pas supprimé ce filtre à particules, parce que c'est de la post-combustion, c'est ça? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on met beaucoup de retard à l'allumage, c'est histoire de faire brûler virtuellement, en fait, si tu veux, des résidus dans D'accord. l'échappement. Mais là, par contre, d'origine, le constructeur a réussi Tout à fait. En fait, ils ont intégré. Alors, il y a plusieurs constructeurs qui le proposent, notamment BMW depuis des années. Ils intègrent dans leur cartographie des stratégies de pop and bang. Et alors, par contre, c'est hyper monitoré, c'est-à-dire qu'on a des protections en fonction des températures des gaz d'échappement, en fonction de différentes conditions. On ne va pas autoriser le pop and bang à s'enclencher n'importe quand, n'importe comment. Oui. On a des timers, on a plein de choses qui protègent. Sur ce véhicule, ils ont fait un pop and bang malgré le filtre à particules qui est relativement agressif. Alors il est très court pour des problématiques de tenue mécanique, mais par contre ça claque sévère quand même. Et notamment quand on enlève sur les stages 2, quand on enlève le filtre à particules sur ce véhicule, nous, reprogrammateurs, on est obligé de réduire le niveau de pop and bang parce que c'est inroulable. D'accord. Ça fait tellement de bruit, c'est tellement agressif que c'est une calache. Mais là, du coup, on est sur quelque chose d'intéressant parce que vu les caractéristiques qu'on a déjà en stage 1, tu nous parlais de à peu près 400 chevaux sur le stage 1. Ça, tout à fait. Parce que pour rappel, sur celle-ci, en stage 1, si je ne dis pas de bêtises, on était sur du 360 chevaux, 370 quand elles sont vraiment en forme sur un 7.5. Sachant qu'il n'y a que 10 chevaux d'écart entre les deux, parce qu'ici, pour rappel, on est sur du 310 chevaux d'origine, ici 320. Par contre, en termes de performance, ici, on s'arrête plutôt à 360, 370 en stage 1. Et ici, on est déjà sur du 400. Et avec tout ce qu'on vient de dire, donc un plus gros volume de turbo, un plus gros volume d'injection, et le fait qu'elle soit en plus, malgré tout, avec un filtre à particules, si on passe sur un stage 2, vous, en tant que préparateur, est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, explose au niveau des performances? On atteint des performances relativement élevées. Pour donner un ordre d'idée, un véhicule comme le 7R, en stage 2 full, c'est-à-dire échangeur, admission, l'inlet, l'outlet, le downpipe, on va déjà faire 400. Voilà, on fera 400, mais on n'ira pas 400 beaucoup. Là, on est déjà à 400 sur un stage 1. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'en stage 2, quand on a mis l'échangeur, le downpipe, le catasport ou pas de cata, l'admission, on va friser les 430, 435 chevaux, sans problème. D'accord. Avec énormément de couple. L'avantage de ce turbo, c'est qu'on peut souffler très fort en bas, donc on peut faire 530, 540, 550 newtons. La boîte de ce véhicule, j'ai cru entendre que sur les Golf 8R, le stage 1, pour qu'on aille chercher des performances au-delà, il était bien aussi de reprogrammer la boîte. Alors ça se faisait déjà sur les Golf 7R, mais sur celle-ci, il me semble qu'il y a vraiment des problématiques dont tu peux nous parler un peu. En fait, la problématique, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on est sur deux véhicules qui ont des boîtes DQ380 en 7 rapports. Donc, c'est des boîtes qui sont, en termes de hardware, relativement semblables. En termes de software, elles sont calibrées à peu près pour les mêmes niveaux de couple. C'est-à-dire que la calibration va jusqu'à 500 newtons. Sauf que sur un véhicule comme celui-ci, en stage 1, on n'atteint jamais 500 newtons où déjà il faut commencer à faire un stage 1 très, très costaud. Ici, en stage 2, on est déjà à 550. Ah ouais. En stage 1, on est à 530. Donc, la boîte en elle-même, déjà, elle est hors calibration. On dépasse déjà ce qu'elle est capable. Tout à fait. En fait, quand il parle de calibration, c'est elle dépasse en fait ce qu'elle est capable de comprendre. Ce pourquoi elle est calibrée. Voilà. Ce pourquoi elle est calibrée, exactement. Ce qu'elle est capable de comprendre. Tu as tout à fait raison. Et d'où l'intérêt de reprendre le programme d'origine de la boîte et de l'adapter à la nouvelle puissance du moteur, à ce qu'il restitue réellement. On va gagner dans plein d'aspects et en termes de perf, c'est vraiment une grosse différence sur ce véhicule, plus que sur celui-ci. Donc sur celui-ci, vraiment une nécessité, enfin en tout cas un réel apport de faire il y a un vrai gain, il y a aucun moteur doute. Et la boîte. Il n'y a aucun doute. D'accord. Ça d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure dans l'essai parce que du coup sur celle-ci, il y a une reprogrammation de boîte qui a été effectuée.
Et j'avoue que je suis impatient de voir ce que ça donne parce qu'on me promet des perfs qui sont vraiment démentiels. Donc j'ai hâte d'aller essayer la bête. Donc ben voilà, on a fait un peu le tour sur les différences entre Golf 7R et Golf 8R. Maintenant, en termes de préparation pure sur la Golf 8R, on a donc un stage 1 classique, donc juste changement du software. Ouais. On peut aller sur un stage 1 plus avec, si je ne me trompe pas, donc le software, la boîte reprogrammée et le DKTA, justement. Le DKTA, ouais, tout à fait. Le DKTA. Et ensuite, on peut aller sur un stage 2 complet où là, on a DKTA, échangeur, remap, donc reprogrammation du moteur en stage 1 et de la boîte. C'est ça? Tout à fait. Ok. Niveau perf, pour qu'on sache un peu, donc on a vu que celle-ci, elle est en stage 1 avec une admission R600. Et la boîte. Ouais. Et la boîte. Et la boîte. On a 403 chevaux dans cette configuration-là. C'est ça, et 530 newtons. Et 530 newtons. En stage 1+, du coup, donc avec le DKTA et la reprogrammation moteur et boîte, on peut aller chercher quoi comme score? On peut monter à 415 sans trop forcer. D'accord, donc sur quelque chose de relativement safe, comme on dit. Et du coup, avec le stage de full, donc DKTA, échangeur, boîte et moteur, on peut aller chercher quoi comme score? 430, sans problème. D'accord, ouais. Ok. 430 sans problème. En termes de perf, puisque souvent maintenant il y a une référence, c'est ce fameux Draghi que tout le monde veut, donc qui permet de mesurer, pour ceux qui ne savent pas, le 0 à 100, le 100-200 ou faire de la reprise, donc qui est un outil de mesure. Ça nous permet de voir les gains aussi qu'on a selon les modifications. Ouais. Là, sur une prépa comme ça, donc en admission, boîte et moteur, donc en stage 1+, tu penses qu'on peut être à quoi comme temps au 0 à 100? 0 à 100, tu vas être sans problème en dessous des 4 secondes. En dessous des 4? Ouais, en dessous des 4. Sachant que celle-ci, d'origine, si je ne dis pas de bêtises, on est à 4,7, c'est ça? Annoncé constructeur, ouais, ça doit être ça, 4,6, 4,7, ouais. Ça, de toute façon, je vais aller faire l'essai après et je vous garantis que le Draghi, il va y passer. Et pour un stage 2, allez, juste comme ça, pour faire saliver un peu, sur un stage 2, tu penses qu'on peut obtenir quel temps? Au 0 à 100, on peut faire 3,5. 3,5? Ouais. Et sur un 100-200, est-ce que tu aurais le… Alors sur un 100-200, un véhicule comme ça, en stage 1 plus boîte, on va être aux alentours de 9 secondes, donc un poil en dessous, je pense. On va être vers 8,8, 8,9. Et sur un stage 2, on va descendre en dessous des 8,3. Ça, les amis, le stage 2, croyez-moi, il arrive très bientôt, puisqu'on vient juste de terminer tout ce qui était préparation, soft et pièces sur notre stage 2, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Écoute Colin, merci pour toutes ces informations. Merci à toi Yorick. Je vais te récupérer les clés, ouais, parce que maintenant, il faut qu'on aille essayer la bête. Tiens. Let's go, je vous embarque. Donc là, on se retrouve pour l'essai de la Golf 8R. On va pouvoir voir ensemble un peu les sensations. Et ici, on est sur un stage 1 équipé d'une admission dynamique R600. On a un stage 1 boîte effectué sur ce modèle-là. Le stage 1 boîte nous permet d'avoir un couple qui arrive beaucoup plus tôt, beaucoup plus fort. Ça nous permet de notamment enlever la limite qu'il y a, donc un limiteur de couple, les limiteurs de pression d'huile. Donc ce qui fait que sur ce modèle-là, on peut vraiment aller chercher de la performance très tôt. Petite spécificité qu'on a au compteur, normalement sur le mode confort, on a juste le mode engagé. Nous n'avons pas la vitesse sélectionnée. Et là, comme vous pouvez le voir sur le compteur, on voit que je suis en 6e, alors que ça, normalement, n'est disponible que sur le mode sport. Ici, on peut donc conduire en mode éco et en mode confort en ayant l'affichage de la vitesse sélectionnée. Bah, je sais pas vous, mais moi, j'ai bien envie de voir ce qu'elle a dans le ventre, cette Golf 8R préparée. Allez, c'est parti. Vraiment, ça pousse vraiment très très tôt. Ça va jusqu'en haut. Et c'est vraiment impressionnant. 400 chevaux en 4 roues motrices avec un couple qui arrive à 2000 jusqu'à 6000. On a vraiment une poussée. C'est vraiment impressionnant cette nouvelle configuration de moteur et ce turbo qui est vraiment différent. En reprise, c'est démoniaque. Rien à voir avec les versions précédentes. Ça, c'est vraiment du pur kiff. Bon ben voilà, Draghi fini, je peux vous annoncer qu'on a fait le 0 à 100 km/h
en 3 secondes 92. Sachant que d'origine, ce véhicule est prévu pour 4 secondes 7 et que nous, on l'a mesuré d'origine à 4 secondes 4. Bon, sur ce, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous sur tous nos réseaux et je vous laisse parce que je dois commander ma petite pizza Diavola, supplément oignon, bien cuite s'il vous plaît. À plus tard.